Bon, Shift Tab, je me débarrasse des palettes et je voudrais maintenant parler de l'empagement puisque on est dans InDesign, c'est l'occasion de parler d'un petit quelque chose intéressant, je pense. C'est quand vous faites euh, un livre, par exemple. Voilà, vous faites un livre, principalement, chaque page va avoir un bloc texte principalement. On ne parle pas de faire un magazine ou une brochure, mais de faire plutôt quelque chose orienté texte principalement. Donc, comment faire on va voir ça. Vous zoomez sur une double page qui n'a encore rien. Donc, dans la palette des calques, si je veux faire ça proprement, le calque actuel qui contient l'image, je dois l'appeler image. Et je vais créer un calque spécialement pour le texte. Voilà. C'est pas obligatoire, mais ça fait partie de la logique de travail, de séparer les choses. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur le signe plus dans le bas de la palette des calques et je crée un calque de texte. OK. Ensuite, je sais qu'on pourrait travailler dans le gabarit, mais on va le faire directement sur les pages ici, les pages 5 et 6 dans ce cas-ci. 1, 2, 3. Non, les pages 4 et 5, excusez-moi, je dis des bêtises, 4 et 5. Page de gauche 4, page de droite 5. OK, donc vous prenez l'outil texte et encore une fois, par sécurité, je vais verrouiller le calque image pour être certain de travailler uniquement sur le calque texte et vous allez tracer un bloc texte qui recouvre la page. Voilà. Et puis, vous allez le remplir avec du texte de substitution. Clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Oui, le texte de substitution, ici, ça va être du lorem ipsum, du faux latin, mais en fait, on peut changer ça. On peut avoir du vrai texte éventuellement préparé. Chaque fois que vous faites remplir avec du texte de substitution, on peut avoir du vrai texte qui est préparé. OK. Donc, on va pouvoir, avec la touche Alt, le déplacer sur l'autre page. Voilà. Et vous enregistrez le document. OK, vous donnez le nom que vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. Moi, j'ai appelé ça dev génératif et empagement. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais je profite qu'on est dans le document ici pour parler de ça. Donc, on a fait du développement génératif sur l'image là au-dessus. Dans InDesign 2025, c'est pas terrible. Moi, je préfère encore passer par Photoshop. Il y a plus de possibilités de in-painting, entourer au lasso une zone, demander de retravailler la zone dans Photoshop. Mais il y a des gens qui préfèrent pouvoir le faire directement dans InDesign. Donc, Adobe a répondu à cette demande. Voilà, vous avez donc deux blocs de texte. Un qui recouvre totalement la page de gauche, un qui recouvre totalement la page de droite. OK, donc la question ici, c'est l'empagement. Comment vous allez faire définir l'empagement? Empagement, attendez un peu, que je tape ça correctement. Empagement, voilà, empagement. Donc l'empagement, c'est la zone qui est occupée par le bloc ou les blocs sur la page. Autrement dit, quelle valeur de marge autour du bloc? Quelle valeur de marge autour du bloc? Et donc, comme vous le voyez, il y a des techniques de calcul de l'empagement qui existent. Il y a des techniques qui existent, j'y reviendrai plus tard, mais là, on va juste modifier manuellement l'empagement. Voilà. On va parler des techniques qui existent. Il y en a plein. Je pourrais tenir 1 heure, 1 heure et demie à vous expliquer toutes les méthodes d'empagement, toutes les écoles, entre guillemets, qui existent. Donc, voilà. En voilà encore un autre sur base d'une grille. Ah non, ça c'est... oui, OK, c'est bon, oui. Bien, l'empagement. Donc, écoutez, on va rapidement modifier l'empagement dans InDesign. Donc, on va le faire de manière symétrique tant qu'on y est. C'est l'occasion de tester 2-3 petits trucs aussi. Bien, je sélectionne le bloc de gauche et je vais changer sa dimension.
Donc, vous avez la dimension du bloc qui est indiquée là, 215,9, 279,4. Forcément, c'est un format lettre. Bon, vous imaginez pourquoi je prends un format lettre plutôt qu'un format A4. Vous avez une idée, on l'a déjà dit ça. Quand je fais une brochure, quand je fais un document, un magazine, et éviter absolument le format A4. Le format A4, c'est le format des documents administratifs en Europe. Ça stresse les gens. Faites un format plus carré, c'est plus sympa. Et évitez le format A4 absolument, quand vous faites une publication. Ça va passer mieux. Et c'est valable aussi pour une charte graphique que vous feriez ou autre chose. Hein. Format A4, C'est valable quand c'est. mais Vous nous demandez d'utiliser ce format. donc, je dis d'éviter le format A4 pour tous travaux qui sont loisirs, qui doivent être agréables. Voilà. Évidemment, si c'est un rapport d'entreprise, pour les facilités de l'imprimer sur la photocopieuse interfacée, vous pouvez le faire en A4 éventuellement, mais sachez que dès que vous voulez que ce soit mieux perçu, que ce soit moins administratif, que ce soit pas associé à l'administratif, évitez le format A4. Voilà, absolument. En plus, le format un peu plus carré, le format lettre ici est plus intéressant. Mais en fait, chez l'imprimeur, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Hein. Dès que vous allez parler à l'imprimeur, vous discutez. Tiens, un format carré, vous pouvez faire un format carré. Hein. Même un format rond, hein, ça se fait. Hein. Vous imprimez sur du carré et puis vous passez ça au couteau d'une manière ou d'une autre. Donc, tout format est possible chez l'imprimeur. Contrairement à ce que pas mal de gens pensent, qu'on est limité aux formats qui sont proposés dans InDesign quand on est débutant, c'est ce qu'on pense. Ok, donc voyons ça dans la barre contrôle. Vous avez la barre contrôle qui apparaît évidemment. Menu fenêtre contrôle si elle apparaît pas. Dans la barre contrôle, vous avez la dimension, donc c'est ce que je disais du bloc. On va casser la chaîne et puis on va diminuer la largeur et la hauteur. Donc, attention, on travaille sur la page de gauche. Je vais aller diminuer la largeur et vous connaissez ceci. Il me semble qu'on en avait parlé à un certain moment, ça. Vous connaissez ça. Donc, ça indique quelle est la partie du bloc actuellement sélectionnée qui ne bougera pas quand je modifie sa dimension. Donc là, j'indique sur la droite. Donc, ça veut dire que quand je modifie la dimension ici, ça va être la gauche qui va bouger. Logique, hein. Donc ici, je vais par exemple indiquer moins 50 mm, touche tabulation, et voilà. La gauche s'est déplacée de 50 mm. Si j'active le bloc de droite maintenant, et que je vais dire que c'est cette partie-là, celle de gauche, qui ne se modifie pas. Ok, moins 50 mm. Donc c'est des calculatrices, tout ça, les cartouches. On peut faire des multiplications, divisions, soustractions, additions. Voilà. Bien. Alors, pour la hauteur, je vais sélectionner les deux blocs, donc j'englobe les deux blocs, et je vais dire ici que je vais, par exemple, d'abord régler la hauteur, donc c'est le bas qui ne va pas bouger, c'est le bas qui ne va pas bouger, et donc en hauteur, H, je vais aller retirer, par exemple, 50 mm aussi, touche tabulation, voilà. Et maintenant, je vais régler la zone du bas. Voilà, donc je vais dire que c'est le haut du bloc qui est des blocs actuellement sélectionnés qui ne bouge pas. Et en hauteur, je vais indiquer que j'enlève 60 mm. Voilà. Voilà. Bien, il reste aussi le centre à modifier. Mais vous voyez un peu le principe, c'est une manière de faire, évidemment. Des blocs qui sont symétriques. Ok, allons-y. Hein. Bloc de gauche, c'est la partie de gauche qui ne va pas bouger. Je vais réduire la largeur. Voilà. Bloc de droite, c'est la partie droite qui ne va pas bouger. Je vais réduire la largeur. Évidemment, ce genre de choses se fait dans le gabarit, puis ça s'applique sur toutes les pages. Voilà, et donc on a une zone d'empagement avec des grandes marges. Vous avez remarqué que j'ai mis 60 mm en dessous et non pas 50 comme j'ai mis au-dessus. Pourquoi ? C'est une habitude, parce qu'on dit que normalement, il faut visuellement asseoir les éléments sur quelque chose qui est plus grand que ce qu'il y a au-dessus. Donc j'ai 60 mm en dessous et 50 au-dessus. Bon, si je veux mesurer, il y a l'astuce connue que je vous remontre. Hein. Simplement prendre un bloc
qui n'a pas de couleur de fond et de contour. Et quand on trace un bloc comme ça, c'est très habituel dans InDesign. On trace un bloc et il sert d'outil de mesure. Voilà, il suffit de regarder dans la barre contrôle, par exemple, et on a la mesure là. Et tiens, ce bloc, si je le déplace au-dessus, voilà. Donc, ça aurait été aussi une solution pour faire quelque chose de symétrique, utiliser des blocs comme ça. Voilà, je l'ai redimensionné 50 mm par rapport au bas de la page. Voilà, donc ça aussi, c'était quelque chose à dire. C'est quelque chose de très habituel d'utiliser des blocs comme ça pour prendre des mesures sur la page. Ok, je vais enregistrer le document, et vite fait. Donc ici, j'ai juste dans Google, vous ne le faites pas, j'ai tapé Passepartout photo. Je suis en train de chercher donc des images de Passepartout. Vous voyez ce que sont les Passepartout? Formidable. Oui, Fort Boyard, il est apparu d'ailleurs, forcément. Non, sérieusement, un Passepartout, vous voyez ce que c'est? Ben oui, c'est le bord blanc troué pour laisser passer la photo, c'est le cache en fait. Hein. Voilà, pour que voilà, la photo ait l'air un peu plus imposante, ou je sais pas, qu'elle ait plus de présence, ou pour la mettre en valeur. Et l'autre jour, en tapant ça, j'ai été tombé sur des Passepartout qui, justement, montrent ça, que la zone du bas est plus grande que celle du haut, mais ça se fait moins qu'avant. C'est moins systématique maintenant, et donc j'ai un peu plus de mal à le retrouver, les images, mais croyez-moi, vous allez tomber sur des passe-partout. C'est une technique qui est encore parfois utilisée, de mettre un peu plus d'espace en bas. Donc c'est connu en graphisme, hein. Asseoir visuellement les choses sur un espace, même un espace vide qui est plus grand que ce qui se trouve au-dessus. Il y en a peut-être qui passent sous mes yeux là, mais je les vois pas. Mais enfin, vous allez me croire sur parole. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Voilà. Peut-être celle-là? Non. Non. Ça me paraît. Quoique. Est-ce que la zone du bas serait quand même pas un peu plus grande que celle du haut? Si, voilà. Donc un passe-partout qui applique cette règle-là. Ok. Donc voilà, est-ce qu'il existe des règles quand on fait des livres comme ça, des publications, et pour la zone d'empagement? Est-ce qu'il existe des méthodes? Ben oui, ben, je vous l'ai déjà dit, je vais vous remontrer. Voilà, il faut que je retrouve ça, voilà, ouais. Donc il existe plein de méthodes et je vais essayer de retrouver. Voilà. Ok, donc par exemple, une méthode qui est assez connue, c'est celle-là. Où, si je me souviens bien, mais je pense que ça va, c'est pas très difficile. Il faut faire les diagonales grises là qui traversent la double page. Ensuite, il faut faire une diagonale bleue qui traverse chaque page, vous voyez. Ensuite, là où la bleue et la grise se croisent, on reporte une ligne verticale qui va être reliée à l'autre endroit, sur l'autre page où la grise et la bleue se croisent, vous voyez. Et donc, on obtient la zone d'empagement. OK. Donc, alors, ce qui est intéressant ici, et ça, il n'y a pas grand monde qui va vous le dire, mais je vais vous le dire, c'est du snake oil, c'est du pipeau. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. En réalité, des méthodes d'empagement, il en existe plein et elles donnent tout un résultat différent. Alors, pourquoi est-ce que ça existe? Deux intérêts à ce genre de choses. C'est la même chose si on vous dit d'utiliser le nombre d'or. Je vais vous montrer, parce qu'on peut faire aussi la mise en page, l'empagement, le positionnement d'éléments sur base du nombre d'or et d'autres fumisteries. Deux intérêts à ça. Premièrement, le metteur en page, l'artiste, le graphiste, qui est du genre à toujours douter des choix qu'il fait, ou elle fait, soyons pas sexistes, est typiquement perfectionniste. Eh bien, grâce à ce genre de méthode, ben, il n'y a pas le choix. On applique la chose et on obtient un résultat et voilà. Donc, ça permet de neutraliser un peu le problème du perfectionnisme et du doute qu'on a en permanence. Est-ce que j'ai pris la bonne décision?
Deuxièmement, si vous avez un client ou une cliente, soyons pas sexistes, qui se mêle de remettre en cause tous vos choix, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le texte un peu plus à droite ou à gauche ou centré? Vous lui sortez ce genre de choses et vous le faites passer ça pour quelque chose de rigoureux et même scientifique. Voilà, non, on ne peut pas changer. Ça a été calculé comme ça. Regardez, ça c'est le calcul. On ne va pas changer. Donc, double intérêt à ça. Se prémunir des clients ennuyeux. Et si vous êtes du genre à jamais être certain des choix que vous faites, ça vous guide. Et ça, on ne va pas vous le dire que ce genre de choses, c'est du snake oil. Vous voyez ce que je veux dire par snake oil? Pourquoi pas? Alors ici, vous avez de la mise en page. Il faut que je retrouve la mise en page sur la suite de Fibonacci. Vous connaissez la suite de Fibonacci? Voilà. Eh bien, il y en a qui l'utilisent pour la mise en page. C'est ce que je suis en train de chercher ici parce que j'ai quand même tapé. Ah oui, j'ai pas bien tapé page layout. Donc, mise en page, page layout. Hein. Si vous savez pas comment on dit mise en page en anglais, c'est ça, hein, page layout. Et donc, voilà, il y a des exemples de mise en page sur la base sur la suite de Fibonacci. Donc, il y en a qui vont placer les plus petits éléments de la mise en page dans les plus petites cellules de la suite, et puis qui vont mettre les plus grands éléments dans les plus grandes cellules. Voilà. Ok. Donc ça, c'est encore autre chose. Voilà, c'est aussi un peu du n'importe quoi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour faire des posters, pourquoi pas? Avec une mise en page qui est censée se positionner sur une forme de spirale, quoi. Ok. Ah oui, mais écoutez, en tapant Golden Rule, je tombe sur davantage de mise en page sur la suite qui est basée sur la suite de Fibonacci, voilà. Voilà. C'est pas vraiment le nombre d'or, hein, c'est pas vraiment le nombre d'or, mais voilà, voilà. Vous voyez, c'est un peu du snake oil quand même. Mais pourquoi pas? Là aussi, si un client vous dit que vous n'avez pas positionné les choses comme il faut, vous lui sortez ça. C'est le nombre d'or. Dès qu'on parle d'or, c'est précieux. On ne remet pas ça en question. Vous voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut bloquer un client dans ses velléités. Vous prouvez que vous avez fait les bons choix. Ok. Alors, c'est la même chose quand vous devez décider de la taille que vous donnez au titre et au sous-titre. Donc, le terme plus approprié actuellement, c'est titre de premier niveau et titre de second niveau. Alors, on parle rarement maintenant de titre et sous-titre. Mais enfin, vous voyez le principe. Qu'est-ce que vous devez mettre comme dimension à vos titres et aux sous-titres? Là, je peux les appeler sous-titres. Hein. Vous voyez de quoi je vais parler? Mais voilà, quelle dimension choisir? Donc, on est toujours dans ça. Est-ce qu'il existe des règles pour les tailles des titres et des sous-titres par rapport au corps du texte, donc le texte de base? Quelle taille du sous-titre par rapport au titre? Ne peut pas pouvoir pousser. Exactement, ça peut être une solution. Et donc, si un client vous dit « Est-ce qu'on n'aurait pas fait les titres plus grands ou plus petits, blablabla », mais non, c'est le nombre d'or. Nous avons appliqué la méthode du nombre d'or. Et alors, je vais vous montrer ici sur le web, Type Scale. Il existe plein d'endroits en fait où on parle de ça, mais voilà. C'est utilisé autant pour la mise en page papier que pour le web. Et ça pourrait être utilisé pour la vidéo aussi, pourquoi pas.
Donc, par exemple, type scale ici. Donc, ça veut dire échelle de caractères. Voilà, vous avez ici la possibilité de générer de manière automatique toutes vos dimensions de titres, sous-titres, etc. Titres de premier niveau, deuxième, troisième, quatrième. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, vous pouvez sortir ça, c'est votre calculateur pour vos dimensions de titres et sous-titres. Encore une fois, on peut le faire à l'œil, c'est comme l'empagement. On pourrait décider de la zone du texte sur la page à l'œil. Vous avez un œil d'artiste, vous n'avez pas de problème avec ça. Même chose pour les titres et sous-titres. Mais ici, vous avez ça. Alors, quelle est l'échelle? Alors, d'abord, il faut indiquer quelle est la taille de base. Il faudrait l'indiquer en millimètres, mais si c'est pour un document, éventuellement, mais ce serait quand même plus intéressant. Il faut que je me souvienne. Est-ce qu'on peut modifier quelque part ici certainement l'échelle, je veux dire, l'unité de mesure doit être modifiée quelque part. Et sinon, il y en a un autre qui intègre les millimètres. Quoi qu'il en soit, vous voyez ici toutes les méthodes de calcul qu'ils ont. Et vous voyez, c'est bizarre, mais c'est basé sur la musique, les fréquences, les harmonies. Enfin, vous voyez, les fréquences, les fréquences harmoniques. Donc, c'est un peu du snake oil à fond. Et vous avez ici le golden ratio, donc le nombre d'or, 1,618. Voilà, si vous voulez. 1,618. Et là, les proportions entre chaque titre et son niveau supérieur, c'est juste fois 1,618. Voilà. C'est le nombre d'or. OK. Donc, intéressant. Bon, là, c'est des pixels. Donc, ça, c'est le texte de base, en fait, le body, hein, le texte principal. J'aimerais le faire passer en unité de mesure millimètres, mais il faudrait que je vois où ça se règle. Sinon, il faudrait que j'aille sur un autre. Pour du InDesign, ce sera quand même mieux. Enfin, ceci dit, dans InDesign, pixels et points, c'est pareil, je pense. Hein. Donc, vous connaissiez pas ça? Ah, ben voilà. Mais surtout l'utilité pour bloquer le client dans ses velléités à changer le design tout le temps. OK, ici, il y a Type System. Je vais aller voir si c'est similaire. Oui, il y a TypeScale Generator. Oui, il y a Google Fonts aussi qui propose ça. Enfin, je vous laisserai chercher. Bon, j'ai tapé le mot métrique et apparemment, il va peut-être me trouver des choses. Est-ce que c'est le même ça? On va voir. Ah non, c'est encore autre chose ça, voilà. Donc celui-ci, c'est precisetype.com. OK. Donc, il y a peut-être la possibilité de mettre en métrique quelque part. Enfin, voilà, ce sera à creuser parce que franchement, je me souviens plus de. Voilà, de celui qui propose de faire en millimètres. Il y en a plein qui proposent ça parce qu'en fait, c'est quand même très, comment dire, très basique à programmer ça en JavaScript, ce genre de calculateur. OK. Bon, ben, je vais enregistrer le document ici et on va passer à autre chose.